Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'écoutait et on le voyait à l'instant, Vladimir Poutine s'est exprimé avec des phrases très fortes. Il annonce une mobilisation partielle de la population russe, des référendums locaux dans les régions qui sont occupées actuellement par son armée. Il dit être prêt à utiliser les armes nécessaires et il précise que ce n'est pas du bluff. Bref, c'est clairement une montée en puissance du discours, une escalade. Dès hier, Emmanuel Macron s'était exprimé depuis New York en dénonçant des simulacres de référendum qui doivent être organisés. Est-ce que vous soutenez l'action du président français dans ce dossier, dans le dossier ukrainien? Moi, je soutiens toutes les démarches qui conduiront à une désescalade. Aujourd'hui, on voit bien que jour après jour, étape après étape, la situation devient de plus en plus préoccupante. On a franchi très clairement depuis hier une nouvelle étape. Cette mobilisation générale, l'évocation du recours à l'arme nucléaire fait peser un risque considérable sur la paix. Donc les efforts des hommes de bonne volonté doivent tout tenter pour refaire descendre la pression, et c'est aujourd'hui notre responsabilité première. Hier, le président français soulignait qu'il assumait le dialogue conduit avec la Russie jusque-là. Il a souvent eu Vladimir Poutine au téléphone. Il dit « c'est ainsi que nous rechercherons la paix ». Est-ce que vous considérez que le président français doit continuer de dialoguer avec le président russe? Oui, il faut, si on veut la paix, il faut que tous les belligérants soient conduits à renouer un échange, le dialogue. Et je le redis, il faut éviter que nous ne devenions nous-mêmes belligérants, parce que c'est aussi un des éléments peut-être de l'escalade. Donc nous sommes dans une situation extraordinairement dangereuse. Tout geste peut avoir des conséquences extraordinairement graves. Donc le dialogue, oui, doit être maintenu. Il y a eu ces dernières semaines des interrogations au sein de certaines oppositions sur les sanctions qui sont imposées à la Russie et leur efficacité. Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que ces sanctions sont inefficaces et qu'il faut y mettre fin? Il y a un constat. Manifestement, ces sanctions n'ont pas atteint leur objectif, puisque, le conflit perdure, et on vient de le voir, malheureusement, il s'accentue, et deux, les conséquences des sanctions semblent ne pas fragiliser beaucoup. En tout cas, il y a forcément des conséquences, mais elles ne sont pas majeures pour la Russie, et nous en avons en Europe, et nous le voyons en France, des conséquences encore peut-être plus directes. Donc, mais vous imaginez, après un discours comme ce matin, assumer de dire on lève les sanctions contre la Russie ou on les allège? Bien sûr que non, mais ça n'exonère pas de réfléchir à la pertinence de ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est dans une situation où, je le disais tout à l'heure, mesurons toutes les décisions. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait a conduit à une accélération du conflit. Mais vous feriez quoi et à une menace très forte. Donc aujourd'hui, il faut évaluer toute décision. On est dans un état des lieux. Il est peut-être inutile d'aller encore au-delà. Voilà, c'est ce qu'il faut réfléchir. Ne pas renforcer les sanctions, c'est ce que vous dites. Bon, venons-en à la situation en France. Le président de la République a aussi des décisions à prendre sur le plan national, en particulier concernant la réforme des retraites. Il y a une question qui se pose, glisser ou pas un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale cet automne. C'est ce que les Républicains du Sénat proposent depuis plusieurs années, puisqu'ils votent dans le projet de loi de financement de la Sécu un amendement sur la question des retraites. Est-ce que c'est votre souhait en tant que député, pour le coup? D'abord, moi, je voudrais répondre sur le fond. Parce que c'est pas la question que je vous pose. Donc, si vous voulez, on va d'abord répondre sur le véhicule et puis on fera le fond. Je pense que le fond est... Moi, je suis favorable à une réforme des retraites. Oui, mais de ce point de vue-là, il y a consensus. Emmanuel Macron aussi est favorable à une réforme des retraites. Oui, mais quelle réforme? Je suis favorable à une mesure d'âge. Il faut qu'on travaille plus si on veut continuer à servir les pensions de retraite aux retraités. Alors, quand on dit mesure d'âge, vous voulez dire report de l'âge légal ou allongement de la durée de cotisation? Juste, je précise pour nos téléspectateurs, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, comme Valérie Pécresse, proposait de repousser l'âge légal. Après, on peut discuter 64 ou 65 ans et à quel rythme. Pour ce qui est des sénateurs, les Républicains, depuis plusieurs années, ils proposent un combo, un mix, avec un peu d'âge légal et un peu d'allongement de la durée de cotisation. Moi, lorsque j'ai été candidat au Congrès des Républicains, pour la première étape pour la présidentielle, j'ai porté une mesure d'âge à 65 ans. Un report de l'âge légal. Un report de l'âge légal, ça me paraît indispensable. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie a augmenté. On travaille, et aujourd'hui, tous
tous les pays au monde et tous les pays en Europe ont un départ en retraite qui est plus élevé. C'est 67 ans en Allemagne, notamment, c'est 66 ans aux Pays-Bas, c'est 67 en Italie. Aurélien Pradier, qui est candidat comme vous à la présidence des Républicains, dit « Moi, je ne veux pas de report de l'âge légal ». Qu'est-ce que vous lui dites? C'est une différence. Et elle est importante. Parce que quand on est de droite, je crois qu'on doit assumer une mesure qui est une mesure de responsabilité. La France travaille moins que ses partenaires ou concurrents, que ça soit sur la durée hebdomadaire, que ça soit sur la durée annuelle, ou que ça soit sur la durée d'une vie. C'est une condition pour vous pour soutenir le projet du gouvernement. C'est-à-dire que, imaginons, le gouvernement dit on ne fait pas l'allongement, le report de l'âge légal, on passe par la durée de cotisation qui peut-être permettre de trouver un accord avec des syndicats. Vous dites on ne soutiendra pas le texte. La durée de cotisation ne peut pas répondre à tout. Il y a des personnes qui commencent à travailler plus tard. Je pense aux enseignants, par exemple. Est-ce qu'on va les faire partir à 70 ans? Donc, à un moment, il faut qu'il y ait cette date de départ. Donc, cette mesure d'âge, elle me paraît indispensable. Et si elle n'est pas dans le texte, vous ne le voterez pas? On peut la conjuguer avec l'augmentation de la durée de cotisation. Bien sûr, ce qui a été fait déjà au cours des années précédentes. Le seul gouvernement qui, pour l'instant, n'a jamais réformé les retraites, c'est celui d'Emmanuel Macron. Si on ne réforme pas les retraites, il n'y aura pas, simplement là-dessus, il n'y aura pas de 36 solutions. Soit on augmente les cotisations, ça veut dire qu'on baisse les salaires, c'est pas possible, soit on diminue les retraites, ce que je refuse. Donc cet effort, il est indispensable si on veut maintenir notre système par répartition. Moi, je suis cohérent, je serai favorable à des mesures qui vont dans ce sens. Vous êtes député. Après, sur la méthode... je prolonge juste ce que vous Je réponds à votre question. Je serai favorable. Est-ce que ça veut dire que vous voterez cette réforme des retraites si elle prévoit un allongement de la durée de cotisation et ou un report de l'âge légal? Nous verrons bien ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'instant, on ne sait pas quand ça va passer, dites-nous clairement et quel est le contenu. Moi, je soutiendrai une mesure qui va vers les 65 ans et qui permet la pérennité du système de nos retraites. Moi, je veux sauver notre système de retraite. Si, par exemple, Emmanuel Macron vous dit on va progressivement repousser l'âge légal à 64, est-ce que vous votez? Et puis, nous verrons les conditions qui s'apparentent. Il y a la prise en compte de la pénibilité qui est importante aussi, puisque s'il y a une mesure d'âge, il faut aussi tenir compte, et ça, c'est le parallèle, c'est la contrepartie indispensable de la situation de professions spécifiques qui sont plus contraignantes. Donc, il y a cette exigence. Sur la méthode, moi, je trouve qu'il n'est pas forcément opportun, sur un texte aussi important, avec des conséquences aussi lourdes pour les Français, aussi complexes, de pouvoir passer par un simple amendement. Donc, le passage en force dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à ce stade, ne me paraît pas le vecteur le plus adapté. Donc, sur le fond, je suis favorable au principe d'une réforme. C'est un souci de cohérence parce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on est dans l'opposition, le contraire de ce qu'on disait quand on était dans la majorité. On a toujours prôné cette mesure. Je l'ai toujours soutenue. Mais sur la méthode, le passage en force, j'ai l'impression que c'est une forme de provocation de la part du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche des tensions dans la rue? Est-ce qu'il cherche à attiser des conflits? C'est la question que je me pose. J'ai l'impression qu'il joue un peu au pompier pyromane. Alors, sachant que, je le redis, les sénateurs, les Républicains, depuis plusieurs années, votent un amendement sur les retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Votre famille politique. C'est souvent ce qu'on appelle un amendement d'appel. Nous sommes dans l'opposition, on veut ouvrir un débat, on dit la gravité de la situation face au refus du gouvernement pendant 5 ans d'avoir ouvert ce débat. Donc, quand on le vote, c'est bien. Quand Emmanuel Macron veut le faire, c'est pas bien. Non, c'est pas du tout ça. On a perdu beaucoup de temps. Moi, cette mesure, j'aurais souhaité qu'elle intervienne dès 2017, de la part de l'exécutif, du gouvernement. On est en 2022. C'est pour cela que le Sénat, chaque année, l'a demandé, et ils ont eu raison de le faire. Maintenant, le gouvernement décide manifestement de bouger. On verra entre les paroles de M. Macron et les actes, il y a souvent beaucoup d'écart. Il y a une autre parole, pour le coup, qui est un nouveau pas en votre direction, l'annonce faite la semaine dernière d'un projet de loi sur l'asile et l'immigration début 2023. Est-ce que vous saluez le fait qu'Emmanuel Macron veuille remettre un nouveau texte sur la table? Ce que je conteste, avant de saluer quoi que ce soit, c'est l'immobilisme qui a conduit à une situation de véritable chaos migratoire dans notre pays. Il y a eu plusieurs textes depuis 2017, dont vous pouvez contester l'efficacité. Il y en a eu un, celui de M. Collomb, totalement inefficace. Rappelez-vous, il devait raccourcir les durées d'examen des procédures d'asile. Elles n'ont jamais été aussi longues. La réalité, c'est que chaque année, depuis l'élection de M. Macron, dans la continuité d'ailleurs de ce qui a été fait avec M. Hollande, parce que c'est la même politique, près de
450 000 étrangers en situation légale ont été accueillis chaque année en France. C'est une situation qui n'est pas possible, d'autant qu'on peut y rajouter les immigrés en situation irrégulière qui sont rentrés sur notre territoire. Améliorer l'efficacité des nous envoyons à la frontière. Oui, nous en voyons les conséquences. Les conséquences en matière de délinquance, pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a fait pour la première fois, il a eu raison, ce sont les chiffres, et il n'est nul besoin de nier la réalité. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait un lien direct entre l'immigration oui, mais là, ils vous disent justement, et la délinquance. On va faire un texte, donc d'une certaine manière, ils font un pas en votre direction. Vous savez, hier, on a auditionné en commission des lois, j'y étais, M. Darmanin, oui. Il va présenter un texte qui s'appelle la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur. Qui prévoit 8500 postes de policiers et de gendarmes en plus, 15 milliards d'investissements, c'est considérable. Mais rien sur l'immigration. Donc vous me dites, un test de sécurité. On nous a, bah oui, mais enfin, l'immigration dépend du ministère de l'Intérieur. Il y a un texte sur l'immigration début 2023. Du ministère de l'Intérieur. Il faut des moyens pour favoriser les expulsions. Il faut des moyens matériels. Il faut des centres de rétention, des places dans les rétentions. Il faut rétablir le délit de séjour illégal sur le territoire. Tout cela nécessite des moyens qui devraient être dans une loi de programmation. Donc, je trouve qu'on est dans une insincérité totale. Ce gouvernement a failli sur l'immigration. Nous le payons très lourdement en matière de délinquance, en matière de communautarisme. La situation, elle se dégrade et on voit où ça conduit. Donc ça ne va dans pas des assez pays loin. qui n'ont pas été suffisamment vigilants sur ces questions. C'est le cas notamment en Suède, avec cette évolution aujourd'hui de la population suédoise. Pour rester en France, encore un instant, pardon, parce que je voudrais juste comprendre en fait le chemin que vous prenez. Depuis le début de cet entretien, à chaque fois que je vous soumets des propositions d'Emmanuel Macron qui semblent aller dans votre direction, vous expliquez, et ça peut se comprendre, que ça ne va pas assez loin, que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Est-ce que ça veut dire que dans la manière dont vous concevez l'opposition dans les 5 années à venir, ce serait une opposition qui ne cherchera pas le compromis avec Emmanuel Macron? Pour le dire autrement, l'idée à un moment de trouver les conditions d'un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron, c'est totalement exclu pour toute la mandature. Personnellement, je récuse totalement cette idée. J'ai été élu dans l'opposition. Je combats un pouvoir qui a dégradé la situation de notre pays. Aujourd'hui, tous les paramètres qui peuvent dessiner l'état de la France sont dégradés. La violence n'a jamais été aussi forte. L'immigration n'a jamais atteint des records aussi élevés, on vient d'en parler. Que dire de la situation budgétaire? On cumule les déficits publics, une dette abyssale qui menace notre souveraineté. On a aujourd'hui une désindustrialisation du pays. Donc, vous souhaitez on a nos services publics très affaiblis. Est-ce que vous souhaitez, vu ce que vous décrivez, apocalyptique du bilan d'Emmanuel Macron, est-ce que vous souhaitez une dissolution? Est-ce que vous souhaitez qu'il renvoie les électeurs aux urnes pour tenter de trouver une nouvelle majorité? Moi, je me bats pour que la droite revienne au pouvoir et redresse le pays. Pas pour que la droite reprenne elle-même, pas pour une raison politicienne, mais pour redresser le pays. La situation de la France est extraordinairement grave. Et cette situation, nous la devons aux 10 années d'erreurs, de fautes. On le voit sur l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit sur l'énergie quand même. Vous souhaitez une dissolution? Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous souhaitez une dissolution? C'est pas à moi de le dire, c'est au président de la République. C'est lui qui a en ses mains l'arme institutionnelle. Moi, ce pourquoi je me bats, c'est pour que la droite, elle se redresse, qu'elle ait un visage, qu'elle ait un candidat à l'élection présidentielle prochaine, qu'elle ait une organisation et qu'elle ait un projet de redressement pour la France. Et donc, je ne collabore pas avec un gouvernement qui a conduit à cette situation. Le symbole de ce déclin, c'est l'énergie, c'est les restrictions d'électricité, c'est le fait que 26 réacteurs nucléaires soient aujourd'hui fermés par les incohérences. C'est la responsabilité d'EDF. Bon, c'est la responsabilité, je le dis, de M. Macron et de personne d'autre. Ça, c'est une attaque personnelle. Non, c'est un fait politique. Qui dirige ce pays et qui en est ministre depuis 10 ans. 5 ans avec Hollande, 6 ans président. Si, c'est l'État qui est actionnaire. C'est les instructions de fermer. On a quand même. Emmanuel Macron qui fait la maintenance des réacteurs. Monsieur Gênes, on a voté une loi qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoyait la fermeture de 12 réacteurs. Emmanuel Macron a reconnu qu'il avait fallu changer. Cette loi est toujours en vigueur. Elle n'a pas été abrogée. Il y aura une nouvelle loi de programmation pluriannuelle l'année prochaine. On va voter un petit texte sur l'énergie, là, dans quelques jours. Qui sera présenté lundi en Conseil des ministres. Il n'y a rien sur le nucléaire, là où est l'essentiel. On avait une indépendance énergétique, une souveraineté due au général de Gaulle et à Georges Pompidou, et tout ça a été détruit. C'est extraordinairement grave, et ça montre
l'inconséquence de ceux qui nous Alors, gouvernent. puisque on a bien compris, c'est très clair, vous ne souhaitez pas travailler avec Emmanuel Macron. Vous faisiez tout à l'heure allusion à la Suède. Il y a aussi la question de l'Italie. Dans ces pays-là, la droite a fait le choix de s'allier avec l'extrême droite ou d'autres droites, on peut appeler ça comme on veut. Vous-même, pendant la campagne présidentielle, au grand jury, vous aviez dit que si vous étiez confronté à un choix entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous choisiriez Éric Zemmour. Ça ne s'est pas produit, mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, fondamentalement, de travailler avec Reconquête, voire avec le Rassemblement national, puisque vous ne voulez pas travailler avec Emmanuel Macron? Moi, ce que je souhaite, c'est assez simple. C'est que la droite, qui redevienne forte, en étant elle-même, en ne s'excusant pas d'être de Et droite. en étant toute seule. Sans tabou. Mais on a gouverné, la droite, c'est la Ve République. On a gouverné avec nos valeurs, avec nos racines territoriales, avec nos idées, Et avec les nos centristes, élus. sauf qu'aujourd'hui, Hervé Morin, par exemple, dit si Éric Ciotti devient président de LR, moi, je ne vais plus travailler avec LR. Mais nous verrons bien, et je suis persuadé du contraire. Moi, je veux rassembler le plus largement possible. Je le dis, mais nous le ferons que si la droite a un projet très fort et si elle a un leader. Et c'est pour cela qu'en étant candidat à la présidence des Républicains, je suis le seul à proposer une méthode inédite, dire que nous devons, dès le plus vite possible, choisir, et dès le lendemain de mon élection, j'engagerai le processus dans ce sens, supprimer les primaires pour que nous choisissions un chef, un leader. Laurent La Wauquiez. droite a besoin d'une voix, d'un visage. Pour moi, c'est Laurent Wauquiez, vous le dites, et vous avez, je l'ai annoncé clairement, je mets toutes les cartes sur la table au moment de cette élection. Il faut des idées fortes, il faut du talent, il faut des idées claires, et la droite se reconstruira. Nous n'avons pas besoin d'alliances, nous n'avons pas besoin de compromission. Nous avons une histoire, elle est suffisamment forte, suffisamment associée à la grandeur de notre pays. Moi, je veux redonner de la force à notre famille politique, qu'elle redevienne la première. Si nous avons un leader, si nous avons un projet clair, cohérent, de droite, assumons-le, qui parle aux Français, qui répond aux vrais problèmes qui se posent, qui ne passe pas à côté. Quand il y a un problème d'immigration, il faut le dire, il faut le dénoncer. Quand il y a du communautarisme dans des quartiers, des territoires abandonnés, il faut le dire. Comme il faut dire qu'on dépense un argent inconsidéré, d'argent public, qui conduit à des impôts les plus lourds au monde, et parallèlement à des services publics qui deviennent de plus en plus inefficaces. Pour comprendre pourquoi Laurent Wauquiez, est-ce que pour vous, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, par exemple, ça appartient au passé? En tout cas, nous avons été candidats, et je l'ai été, donc je prends aussi ma part dans cette situation. Nous avons été candidats pour la présidentielle de 2022 dans la procédure du Congrès. Bon, on a connu le résultat que l'on sait, et on ne peut pas dire que ça a été un succès. Donc aujourd'hui, le seul qui a un enracinement territorial, des convictions, un immense talent, c'est Laurent Wauquiez. Les autres, nous avons quelque part une part de responsabilité. Ça n'a pas fonctionné, donc il faut en tirer les conséquences dans la vie. Et je pense qu'on a cet atout. Ils sont rares. Il sera et nous devons comment Parce que vous ne dites pas de primaire, donc ce sera quoi la méthode? Moi, si je suis élu président des Républicains, j'annonce la couleur. Voilà, je soutiendrai Laurent Wauquiez, je le dis, et je proposerai à nos instances, bureau politique, Conseil national, le vote des militants, que ce choix soit approuvé, le moment venu. C'était un congrès, c'est aussi un vote des militants pour la dernière présidentielle. C'est le vote des militants, oui, c'est le vote des militants. Une question qui concerne d'autres partis politiques, en l'occurrence au sein de la gauche. Julien Bayou, d'Europe Écologie Les Verts, est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Lundi, c'était Sandrine Rousseau, la députée, qui indiquait avoir reçu une ex-compagne de Julien Bayou dans un état très déprimé, disait-elle. Elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après cet entretien. Et dans le même temps, toute autre affaire, le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, s'est mis en retrait après une main courante déposée par son épouse. Lui-même a reconnu l'avoir giflé. Ils sont en instance de divorce. Hier, la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, disait par exemple à propos d'Adrien Quatennens, « Je ne crois pas qu'il ait sa place dans l'hémicycle. » Est-ce que vous considérez qu'ils doivent, l'un et l'autre, Julien Bayou et Adrien Quatennens, renoncer à leur mandat de député? C'est à eux de l'apprécier et c'est à la justice éventuellement de le dire. Voilà. Moi, je ne suis pas pour les tribunaux médiatiques ou les tribunaux politiques. On est dans un état de droit, il y a une justice. Si des fautes ont été commises, si des délits ont été commis, c'est à la justice de s'en saisir. Pour M. Quatennens, manifestement, c'est le cas. La justice le dira. Moi, je ne veux pas me soumettre à la justice de Mme Rousseau ou d'autres. C'est un peu terrifiant. Vous dites la même chose pour le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. C'est un peu terrifiant. La justice est saisie
aussi... Vous ne lui demandez pas de démissionner de son mandat de maire? En tout cas, nous avons demandé qu'il soit exclu. Oui, je l'ai demandé de notre famille politique. Les faits, dans ce cas, sont d'une extraordinaire... Mais il peut rester maire. D'une extraordinaire gravité. C'est à la majorité municipale de Saint-Étienne de le dire. Il y a eu un chantage, il y a eu une organisation... un dernier mot, Éric Ciotti. Je dirais qu'il faut aussi avoir... la mesure et ne pas faire un amalgame la justice, surtout, entre tous les faits, entre ce qui peut relever d'une affaire intime. C'est à la justice de le dire. Très bien. Ne confondons pas tout. En début d'entretien, on parlait de la Russie, situation qui évolue en permanence, et on y reviendra dans un instant avec Elisabeth Martichoux. Pendant notre entretien, le ministre russe de la Défense avait cette phrase « La Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident ». Est-ce que vous y voyez là une volonté de déclaration de guerre de la Russie à l'Occident? Est-ce que nous allons entrer en guerre avec la Russie quand on voit ce type de déclaration? En tout cas, moi, je ne le souhaite pas et je le redis, il faut tout faire pour éviter cette escalade. Et c'est une responsabilité des hommes de paix de tout tenter pour que cette échéance, un peu cette course folle qui s'annonce vers la guerre et vers la guerre totale, soit évitée.